L'ère du romantisme chantait l'individu et l'émotion. Les réflexions de personnes écrivant dans de petites chambres glaciales en hiver sur l'amour, la solitude et le feu qui brûle en eux, murmurant « moi, moi », te laissent une terre où l'ego oscille jusqu'aux confins du rêve. En revanche, la pensée scientifique est apparue, guettant les questions émotionnelles. Cela a poussé la conscience humaine à approfondir l'exploration de l'anatomie humaine et de la psyché. C'est ainsi que sont apparues les neurosciences et la psychanalyse, lorsque Freud esquissa un sourire énigmatique chargé des mystères profonds du moi. Ainsi, la conscience du 19e siècle est devenue à double horizon. Un horizon romantique, épris de dissolution dans le soi, et un horizon scientifique, cherchant à la maintenir dans les méandres du cerveau. Et dans ce conflit, de nouvelles fenêtres se sont ouvertes dans la poésie, le cinéma et l'art. La conscience humaine s'est alors mise à osciller entre les rêveries de l'amour et une certaine science détachée des émotions, comme s'il avançait à grands pas vers une question centrale. Qu'est-ce qui fait réellement de nous des êtres humains ? Au cœur de ce siècle agité par les révolutions industrielles et les nouvelles cultures, Karl Marx et Friedrich Engels sont alors apparus, dessinant les contours d'une nouvelle conscience sociale. Une conscience fondée sur le concept de lutte des classes. Ici, la conscience s'est placée face au grand système économique. Suis-je simplement un ouvrier dans une immense machine qui fait couler la sueur de mon cœur? Suis-je simplement une valeur qui s'achète et se vend sur des marchés bruyants? C'est alors que Marx a lancé son célèbre cri. L'histoire est l'histoire de la lutte des classes. Ainsi, la conscience du 19e siècle s'est transformée en un projet fragmenté mêlant révolution, science et histoire. À cette époque également, d'autres écoles philosophiques ont vu le jour. Hegel, quant à lui, cherchait l'esprit du monde qui se meut à travers l'histoire. Nicolas Machiavel, de son côté, discutait lui-même de la façon dont la conscience civique évolue au contact du pouvoir. Puis vint Friedrich Nietzsche avec son rayon philosophique perçant, proclamant la mort de Dieu. L'homme commença alors à s'affronter lui-même, annonçant l'avènement d'une nouvelle conscience qui ne se soucie plus des valeurs absolues, mais recherche la volonté de puissance et la création de soi. Au fil des années du 19e siècle et en naviguant vers les années 20 du 20e siècle, la conscience humaine nous entraîne dans une fête hystérique de découvertes techniques et intellectuelles. Les frères Wright se sont envolés dans le ciel et la conscience de l'humanité a commencé à se regarder elle-même depuis l'extérieur de la gravité. Les voitures et les trains à vapeur sont apparus et les usines se sont multipliées, fabriquant des machines aspirant à créer un monde plus efficace, ce qui a éveillé la conscience du côté sombre de l'industrie. Comment l'homme traite-t-il l'homme? Comment les ouvriers supportent-ils la foule oppressante dans les usines? Ici, sa conscience commence aussi à pénétrer le champ de l'éthique économique. Le progrès technique suffit-il si l'ouvrier est jeté dans un four d'humiliation? Très vite, des mouvements ouvriers, communistes et syndicaux sont nés dans les rues des villes européennes et américaines. La conscience de ces foules est devenue comme un tigre nerveux cherchant des crocs, demandant « Où est ma justice? Où est mon humanité au milieu de ces grues ?» À ce stade, nous remarquons que la conscience humaine est devenue à dimensions multiples, une dimension liée au corps qui travaille comme une machine, et une dimension liée à l'esprit qui cherche l'horizon. Et en 1905, Albert Einstein a choqué le monde avec sa théorie spéciale. Il a ainsi ouvert la voie à une révolution intellectuelle qui ne s'est pas limitée à la physique, mais s'est étendue à la conscience de l'homme envers lui-même et envers l'autre, car le temps et l'espace sont devenus relatifs, poussant la conscience à se demander « Où suis-je dans cet univers en mouvement ? Suis-je simplement un point sur la carte d'un espace qui se tord dans le tissu de la lumière ?» C'est ainsi que la conscience du XXe siècle s'est parée de l'émerveillement né d'une connaissance scientifique stupéfiante. Bientôt, la révolution quantique suivit, accompagnée de l'histoire individuelle et de la peur collective du destin. Sommes-nous gouvernés par une probabilité mécanique plus que par une volonté libre? Quel est le lien entre ma conscience et moi, issu de l'atome?
Ces questions sont devenues des idées qui répandent leur voix tremblante dans les milieux académiques et dans les rues, malgré nous. Et au milieu du XXe siècle, les deux guerres mondiales éclatèrent et la conscience des sociétés humaines s'accrut sous la forme d'un choc collectif. Des massacres de masse et un nouveau cancer appelé la bombe nucléaire. À ce moment-là, la conscience humaine ne cherchait plus seulement à se libérer de la philosophie de l'occupation et de la tyrannie, mais elle cherchait aussi le sens de sa vie face à la nouvelle machine de mort. De plus, les mouvements de libération nationale sont apparus et l'homme est sorti de derrière la barrière du nationalisme pour se poser une question plus vaste. Quel est le destin de toute l'humanité? Dans notre nouvelle conscience, la paix est devenue plus qu'un mot. Elle est devenue un objectif immense et sans fin. Et la pensée de philosophes comme Sartre et Simone de Beauvoir a émergé, Sartre disant que l'existence précède la conscience, c'est-à-dire que l'homme est suffisamment libre pour se définir lui-même, qu'il n'a pas d'essence fixe, mais qu'il est une création continue. Et c'est ici que la conscience humaine s'est mise à travailler sur l'idée du soi qui se répète dans chaque situation historique et sociale. La conscience a alors commencé à dessiner sa lutte permanente entre la liberté et la responsabilité, entre la philosophie et l'expérience quotidienne. À ce tournant, la conscience humaine s'est ouverte à la psychologie dans une profondeur jamais atteinte auparavant. Freud commence l'analyse des profondeurs psychiques. Il affirme que la conscience de l'homme ne lui appartient pas entièrement, mais qu'une grande partie de celle-ci est enfouie sous des couches profondes d'inconscient qui cherchent à exploser lorsque le sentiment de culpabilité rencontre le désir terrestre. C'est alors que le docteur Jung apparaît et ajoute la dimension populaire et collective à la conscience. Il existe une profondeur culturelle dont nous ne savons rien, mais il refait surface dans nos rêves et nos symboles hérités. La conscience humaine s'est alors mise à chercher le secret des rêves et le lien entre l'existence individuelle et les symboles ainsi que les créatures mythologiques transmis à travers les âges. Ainsi, la conscience de la seconde moitié du XXe siècle est devenue un horizon mûr pour la réflexion psychologique et sociale à la fois. Il ne s'agit pas seulement de savoir comment l'humanité utilise l'énergie nucléaire, mais aussi de comprendre comment la grandeur du rêve individuel peut façonner la conscience d'une génération entière. À la fin des années 50 et à l'aube des années 60, la conscience humaine est entrée dans une ère de rébellion culturelle. L'ouverture à la musique bruyante, à la poésie expérimentale et aux idées révolutionnaires, qu'elles soient de droite ou de gauche. Sa conscience a commencé à comprendre que les valeurs ne sont pas des vérités immuables, mais des possibilités de changement, et que l'ironie et la satire pouvaient être des armes et des moyens de se rebeller contre les carcans rigides. À cette époque, Spinoza écrivait sur la liberté comme une compréhension implicite de la nécessité de l'existence. Et Sartre écrivait sur la liberté comme un fardeau qui nous fait perdre la raison d'être de simples statuts. Ici, la conscience humaine était en éveil, cherchant son identité en dehors de l'histoire patriarcale et de l'héritage traditionnel. Elle cherchait une nouvelle expérience dans les relations humaines et dans la construction sociale. Elle voulait se défaire de l'habit du développement silencieux pour plonger dans le tumulte global de l'art, de la politique et du sexe. Puis, lorsque les secousses des années 60 sont passées, la conscience s'est retrouvée face à une question persistante. Que vient-il après la conscience? Les idées du bouddhisme du Nord ont commencé à se répandre en Occident, évoquant la conscience non pas comme une entité fixe, mais comme un don éphémère du voyage existentiel. Certains ont appelé à la cessation de la conscience, ou à la prise de conscience que la conscience ne se révèle pleinement qu'à sa mort, comme si enfin la conscience voulait apprendre à se lire de l'extérieur. Parallèlement, les sciences cognitives ont connu une explosion spectaculaire. Ainsi, l'attention et le comportement sont devenus des expériences testées en laboratoire, et les nerfs du cerveau ont commencé à être observés à l'aide d'appareils optiques et spectroscopiques. La conscience a alors été étudiée comme un phénomène planétaire et comme la chimie du cerveau, comme si elle avait enfin trouvé le miroir adéquat pour se voir en temps réel. C'est ainsi qu'un bond prodigieux s'est produit dans la conscience humaine.
Il a compris qu'il n'était pas au-dessus de sa propre nature, mais que la conscience elle-même est un phénomène physiologique, chimique et hormonal à la fois. À la fin du XXe siècle et à l'aube du XXIe, nous sommes entrés dans une nouvelle ère numérique. La conscience humaine s'est alors mise à vivre sur de multiples écrans et à laisser ses traces numériques partout sur les réseaux sociaux, dans les bases de données et dans des algorithmes qui surveillent ces flux en temps réel. La conscience s'interroge. Où suis-je? Suis-je vraiment moi-même lorsque je suis derrière un écran ou lorsque je suis en face à face? La dépendance numérique est devenue à la fois un sujet d'inquiétude et d'intérêt scientifique et social. La quête de la vie privée et l'exploration de la profondeur de soi dans cet océan numérique interactif sont devenues parmi les questions les plus importantes qui préoccupent les esprits. Ici, la conscience ne se limite plus seulement à soi-même et à la nature. Elle s'étend désormais à l'idée de l'identité numérique, qui ressemble à un spectre flottant dans le ciel des choix mystérieux. Qui suis-je sur le réseau? Suis-je un message texte ou un tweet avide de rassemblement? Ainsi, la conscience est devenue une nouvelle mélodie sous le rythme des zéros et des uns, sous l'écho des paquets cryptés et de l'intelligence artificielle rebelle qui nous observe avant même que nous ne la voyions. Dans ce premier épisode du podcast Tragédie, nous avons voyagé ensemble à travers des milliers d'années en quelques minutes. Nous avons contemplé comment la conscience humaine a commencé par un simple frottement de pierre dans la main du premier homme, puis s'est étendue à l'agriculture, l'écriture, la philosophie, la religion, l'industrie, la science et la technologie numérique. Nous avons vu comment la conscience humaine a oscillé entre l'imagination et la raison, entre la foi et le doute, entre l'enfermement sur soi et l'ouverture à l'autre. Nous avons vu que l'écho de la pierre dans la caverne ancienne n'était pas qu'un simple écho sonore passager, mais qu'il s'agissait du tout premier écho d'une conscience qui a attendu des milliers de générations pour entendre sa voix la plus digne. La voix de la conscience qui ne se rassasie que dans un vaste espace de contemplation et de découverte. Et aujourd'hui, lorsque nous parcourons les pages de cet épisode qui a presque duré 1 heure, nous réalisons que nous ne sommes pas encore arrivés au bout de cette profondeur immense. Nous avons ouvert les premières portes de la conscience lorsque l'homme a rencontré la pierre et le feu. Et nous aurons des pauses pour la naissance des langues et des jeunes civilisations, ainsi que pour la naissance de la philosophie grecque et de la pensée religieuse qui a dominé aussi bien l'Orient que l'Occident. Et avec la naissance des empires et le conflit entre la religion et la science, et avec l'avènement de la Renaissance et des Lumières, et avec la violence et les chocs du XXe siècle, et avec le postmodernisme, ce qui vient après la postmodernité, et avec la fracture numérique dans laquelle la conscience humaine nage aujourd'hui. Cette conscience, telle que vous la voyez devant vous, n'est qu'un atome dans un lac sans limite. Un lac qu'un volume entier ne suffirait pas à effleurer jusqu'à ses rives.